En 1339, une jeune femme de 14 ans traverse la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Inès de Castro porte en elle le sang royal de Castille, même si ce sang coule dans ses veines par des chemins interdits. Fille illégitime de Pedro Fernández de Castro, l'un des nobles les plus puissants d'Espagne, elle arrive à la cour portugaise pour servir de dame de compagnie à Constance de Castille. Constance vient épouser le prince héritier Pedro de Portugal, un mariage arrangé comme tous les mariages princiers de l'époque. Personne ne prête attention à cette adolescente aux cheveux dorés qui accompagne la future princesse. Pourtant, cette arrivée discrète va déclencher l'une des tragédies amoureuses les plus sombres de l'histoire européenne. Pedro de Portugal a 19 ans quand il épouse Constance. Le mariage n'a rien d'exceptionnel, c'est une alliance politique classique entre deux royaumes voisins. Mais quand Pedro pose ses yeux sur Inès de Castro, quelque chose d'irréversible se produit. Les chroniqueurs de l'époque parlent de sa beauté saisissante, de son élégance naturelle, de ce port de cou gracieux qui rappelait celui d'un héron. L'attraction est immédiate et réciproque. Dans les couloirs du palais, leurs regards se croisent et se cherchent. Pedro néglige rapidement ses devoirs conjugaux pour poursuivre cette jeune femme qui l'obsède. Inès répond à ses avances avec une passion qui surprend tout le monde, y compris elle-même. Leur première rencontre se déroule dans le plus grand secret. Pedro organise des rendez-vous clandestins dans les jardins du palais royal, loin des regards indiscrets de la cour. Ces moments volés deviennent vite une addiction pour les deux amants. Ils se retrouvent dans des alcôves cachées, échangent des lettres enflammées, inventent 1000 prétextes pour se frôler en public. La passion de Pedro pour Inès devient si évidente qu'elle ne peut plus être dissimulée. À la cour, les langues commencent à se délier. On murmure que le prince préfère la dame de compagnie à sa propre épouse. Constance elle-même finit par comprendre qu'elle a perdu son mari avant même d'avoir vraiment pu le conquérir. Le roi Alphonse IV observe cette situation avec une inquiétude grandissante. Il connaît la nature passionnée de son fils, mais il espère encore que cette liaison ne sera qu'un caprice de jeunesse. Il se trompe lourdement. Ce qu'il prend pour une passagère lubie va se transformer en obsession destructrice. L'amour entre Pedro et Inès grandit dans l'ombre, nourri par les interdits et les dangers qui l'entourent. Plus leur relation devient évidente, plus les tensions montent à la cour. Ce n'est plus seulement une aventure extra-conjugale, c'est un scandale politique majeur qui menace l'équilibre du royaume. Inès appartient à la puissante famille des Castro, une lignée qui a des ambitions sur le trône de Castille. Ses frères, Fernando et Alvaro, voient dans cette liaison une opportunité inespérée d'étendre leur influence au Portugal. Ils se rapprochent de Pedro, gagnent sa confiance, deviennent ses conseillers officieux. Le clan des Castro commence à exercer une emprise dangereuse sur l'héritier du trône. En 1344, le roi Alphonse IV perd patience. Il ordonne l'exil d'Inès au château d'Albuquerque, à la frontière espagnole. Cette séparation forcée ne fait qu'intensifier la passion des amants. Pedro et Inès entretiennent une correspondance secrète, trouvent des moyens de se revoir clandestinement. L'éloignement transforme leur amour en véritable obsession. L'année 1345 marque un tournant dramatique. Constance de Castille meurt en donnant naissance à son troisième enfant, le futur roi Ferdinand Ier. Cette mort libère Pedro de ses obligations matrimoniales, mais elle plonge aussi le royaume dans l'incertitude. L'héritier légitime est un enfant chétif, tandis que Pedro n'a qu'une hâte, faire revenir Inès d'exil. Pedro ne perd pas de temps. Dès que sa femme est enterrée, il fait revenir Inès au Portugal. Cette fois, il ne se cache plus. Il installe sa maîtresse dans le palais de Santa Clara à Coimbra et vit publiquement avec elle comme s'ils étaient mariés. Cette provocation ouverte déclenche un tollé à la cour et dans le peuple. De cette union naissent 4 enfants, Afonso, Béatrice, João et Denis. Pedro les reconnaît officiellement, leur donne des titres, les traite comme des héritiers légitimes. Cette fécondité d'Inès contraste cruellement avec la fragilité du jeune Ferdinand, l'héritier officiel.
les nobles portugais commencent à s'inquiéter sérieusement de l'avenir dynastique. Les frères d'Inès profitent de leur position privilégiée pour influencer Pedro. Ils lui soufflent qu'il pourrait revendiquer le trône de Castille, réunir les deux couronnes ibériques sous son autorité. Pedro, aveuglé par l'amour et grisé par ses perspectives grandioses, commence à envisager sérieusement cette option. Le royaume de Portugal se rapproche dangereusement d'une aventure militaire qui pourrait lui coûter son indépendance. L'influence grandissante du clan Castro inquiète profondément le roi Alphonse IV. Ce monarque sage a toujours maintenu le Portugal dans une neutralité prudente, évitant de s'immiscer dans les conflits de ses voisins. Voir son fils entraîné dans les intrigues castillanes par une femme qu'il considère comme une aventurière le remplit d'une rage froide. La situation en Castille complique encore les choses. Le roi Pierre Ier de Castille, surnommé le Cruel, fait face à de nombreuses révoltes. La famille Castro mène l'opposition contre lui, utilisant tous les moyens possibles pour le renverser. Il marie même Johanna de Castro, la sœur d'Inès, au roi castillan dans l'espoir de l'amadouer. Mais quand Pierre de Castille découvre que sa belle famille continue de comploter, il répudie Johanna sans ménagement. Cette rupture envenime encore la situation. Les Castro redoublent d'efforts pour convaincre Pedro de Portugal de se déclarer prétendant au trône castillan. Il lui rappelle que sa mère descend de la lignée royale de Castille, qu'il a donc des droits légitimes sur cette couronne. Pedro, enivré par l'amour et flatté par ses perspectives de gloire, commence à y croire. Le roi Alphonse IV voit le piège se refermer sur son royaume. Si Pedro suit les conseils des Castro et revendique le trône castillan, le Portugal se retrouvera entraîné dans une guerre civile atroce. L'indépendance chèrement acquise du royaume risque de voler en éclats. La neutralité qui fait la force du Portugal sera sacrifiée aux ambitions d'une famille étrangère. Les conseillers du roi multiplient les mises en garde. Ils expliquent à Alphonse IV que tant qu'Inès sera vivante, son influence sur Pedro ne cessera de croître. Elle est devenue le symbole de cette dérive dangereuse, l'incarnation de toutes les menaces qui pèsent sur le royaume. Certains murmurent même que les enfants d'Inès pourraient un jour contester la légitimité de Ferdinand, provoquant une guerre de succession. Alphonse IV tente d'abord la diplomatie. Il multiplie les entrevues avec son fils, essaie de lui faire comprendre les dangers de sa politique. Pedro reste sourd à ses arguments. L'amour l'a rendu aveugle aux réalités politiques. Il ne voit que sa passion pour Inès et les promesses de grandeur que lui font miroiter les frères Castro. Le roi comprend qu'il ne pourra pas raisonner son fils. Pedro est trop amoureux, trop influencé par son entourage, trop grisé par les perspectives de pouvoir qu'on lui fait miroiter. Une solution radicale s'impose si Alphonse IV veut sauver son royaume de la catastrophe. Cette solution a un nom: éliminer Inès de Castro. L'année 1354 marque l'escalade finale des tensions. Pedro vit désormais ouvertement avec Inès dans le palais de Santa Clara, défiant ouvertement l'autorité de son père. Leurs 4 enfants grandissent, prospèrent, reçoivent une éducation princière. Pendant ce temps, le petit Ferdinand, l'héritier légitime, reste un enfant fragile et maladif. Les rumeurs les plus folles circulent à la cour. Certains prétendent que les Castro prévoient d'assassiner Ferdinand pour placer un des fils d'Inès sur le trône. D'autres affirment que Pedro va bientôt annoncer publiquement son mariage avec Inès, légitimant ainsi leurs enfants et bouleversant l'ordre de succession. Le clan Castro pousse ses avantages. Fernando et Alvaro de Castro deviennent des personnages incontournables de la cour portugaise. Ils conseillent Pedro sur tous les sujets, influencent ses décisions, préparent discrètement leur coup de force en Castille. Leur objectif est clair: faire de Pedro le maître de la péninsule ibérique, avec Inès comme reine et leur neveu comme héritier. Alphonse IV sent que le temps presse. Chaque jour qui passe renforce l'emprise d'Inès sur son fils et l'influence des Castro sur le royaume. Il faut agir avant que la situation ne devienne irréversible.
avant que Pedro ne prenne une décision qui entraînerait le Portugal dans la guerre civile. Les conseillers royaux sont formels. Seule la mort d'Inès peut briser cette spirale infernale. Sa disparition libérera Pedro de son obsession, écartera définitivement les Castro du pouvoir, préservera la paix du royaume. C'est un calcul, froid, impitoyable, mais nécessaire selon eux. Alphonse IV hésite encore. Ordonner l'assassinat de la mère de ses petits-enfants, même illégitime, lui répugne. Mais les arguments de ses conseillers finissent par l'emporter. Le salut du royaume l'emporte sur ses scrupules personnels. Il donne son accord pour l'élimination d'Inès de Castro. 3 hommes sont choisis pour exécuter cette mission. Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves et Diogo López Pacheco. Ce sont des fidèles du roi, des nobles qui mettent l'intérêt du royaume au-dessus de tout. Ils acceptent cette mission avec la conscience du devoir accompli, même si elle les répugne. Le plan est simple et impitoyable. Il faut attendre que Pedro s'absente de Coimbra. Profiter de cette absence pour frapper Inès dans son refuge de Santa Clara. L'occasion se présente en janvier 1355, quand Pedro part chasser dans la région. Les 3 exécuteurs se mettent aussitôt en route. Le 7 janvier 1355, Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves et Diogo López Pacheco arrivent au palais de Santa Clara. Inès s'y trouve avec ses 4 enfants, sans autre protection que quelques serviteurs. Elle ne se doute pas du sort qui l'attend, ne soupçonne pas que son destin va se jouer dans les minutes qui viennent. Les 3 hommes pénètrent dans le palais sans rencontrer de résistance. Ils trouvent Inès dans ses appartements privés, entourée de ses enfants qui jouent autour d'elle. La jeune femme de 30 ans comprend immédiatement ce qui l'attend, en voyant leurs visages fermés et leurs épées nues. Inès ne supplie pas, ne tente pas de fuir. Elle sait que sa mort est scellée, que rien ne pourra fléchir ces hommes venus accomplir les ordres du roi. Elle demande seulement qu'on épargne ses enfants, qu'on ne les fasse pas assister au spectacle de son agonie. Cette dernière requête lui est refusée. L'exécution se déroule devant les 4 enfants terrorisés. Inès de Castres meurt sous leurs yeux, assassinée par ces nobles qui croient sauver le royaume en éliminant une femme sans défense. Son sang se répand sur les dalles de marbre du palais, devant ses enfants qui hurleront de terreur et de chagrin. Pedro Coelho, Álvaro Gonçalves et Diogo López Pacheco repartent aussitôt après l'exécution. Leur mission est accomplie, le royaume est théoriquement sauvé. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de déclencher une tragédie qui marquera l'histoire du Portugal pour les siècles à venir. Quand Pedro rentre de sa chasse et découvre le cadavre d'Inès, sa réaction dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas seulement de la douleur qui l'envahit, c'est une rage froide et dévastatrice qui va transformer le prince passionné en monstre sanguinaire. L'homme qui aimait Inès plus que tout au monde va consacrer le reste de sa vie à venger sa mort. Pedro comprend immédiatement que cet assassinat a été ordonné par son père. Cette certitude brise définitivement les liens qui l'unissaient encore au roi Alphonse IV. Désormais, il n'y a plus de père et de fils, plus de roi et d'héritier. Il n'y a que 2 ennemis mortels qui vont s'affronter dans une guerre impitoyable. La nouvelle de la mort d'Inès se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Les uns applaudissent cette décision courageuse qui sauve le Portugal d'une aventure dangereuse. Les autres s'indignent de cet assassinat lâche d'une femme sans défense. Mais tous pressentent que cette mort va déclencher des événements terribles. Pedro ne pleure pas longtemps sur le cadavre d'Inès. Sa douleur se transforme immédiatement en soif de vengeance. Il fait rassembler ses fidèles, lève une armée, déclare la guerre à son propre père. Cette guerre civile entre le roi et son héritier va déchirer le Portugal pendant 2 longues années. Les partisans de Pedro sont nombreux. Beaucoup de nobles sont révoltés par cet assassinat qu'ils jugent déshonorant. Les frères d'Inès, Fernando et Álvaro de Castro mettent leurs troupes au service de Pedro. Cette rébellion prend rapidement l'ampleur d'une véritable guerre civile. Pedro se révèle un chef de guerre impitoyable. Il ne fait aucun prisonnier, n'accorde aucun pardon, ne montre aucune pitié.
Tous ceux qui ont soutenu la décision d'assassiner Inès doivent payer de leur vie. Cette cruauté lui vaut le surnom qui lui restera pour l'éternité, Pedro le Cruel. Alphonse IV découvre avec horreur le monstre qu'il a créé en ordonnant la mort d'Inès. Son fils, autrefois passionné mais relativement clément, est devenu une bête sanguinaire qui ne connaît plus ni pitié ni pardon. La mort d'Inès a libéré en Pedro des instincts de violence qu'il ne soupçonnait pas lui-même. La guerre s'éternise, saignant le royaume. Aucun des deux camps ne parvient à prendre l'avantage décisif. Pedro contrôle le nord du pays avec l'aide des Castro. Alphonse IV tient le sud avec les nobles restés fidèles. Entre les deux, le Portugal se vide de ses forces vives dans des combats fratricides. En 1357, Alphonse IV meurt d'épuisement et de chagrin. Cette mort brutale met fin à la guerre civile et place Pedro sur le trône. Mais le nouveau roi n'a nullement l'intention d'oublier ou de pardonner. Au contraire, son accession au pouvoir lui donne les moyens de sa vengeance. Les vrais responsables de la mort d'Inès vont payer le prix de leurs crimes. Pedro Coelho et Álvaro Gonçalves, 2 des 3 assassins d'Inès, ont eu l'imprudence de rester au Portugal. Ils pensaient sans doute que la mort d'Alphonse IV et la réconciliation nationale leur vaudraient l'amnistie. Ils se trompaient lourdement. Pedro les fait arrêter dès son couronnement et prépare pour eux un châtiment à la mesure de sa haine. Le 3e assassin, Diogo López Pacheco, a préféré s'exiler en Castille. Cette prudence lui sauve la vie, du moins temporairement. Pedro n'oubliera jamais son nom et tentera plusieurs fois de le faire assassiner, mais sans succès. Pacheco mourra dans son lit, en Castille, après avoir vécu dans la terreur permanente de la vengeance royale. Pedro organise l'exécution de Pedro Coelho et d'Álvaro Gonçalves avec un raffinement sadique qui glace d'horreur toute la cour. Il ne s'agit pas seulement de tuer ces hommes, mais de leur infliger les souffrances les plus atroces, de faire de leur agonie un spectacle qui marquera les esprits pour l'éternité. Le roi choisit personnellement le mode d'exécution. Pedro Coelho aura le cœur arraché par la poitrine. Álvaro Gonçalves subira le même sort mais par le dos. Cette différence de traitement n'est pas un hasard. Pedro veut que leurs agonies soient distinctes, que chacun d'eux meure d'une manière unique qui reflète sa part de responsabilité dans le meurtre d'Inès. L'exécution se déroule pendant un banquet royal devant toute la cour assemblée. Pedro veut que chacun voie le sort qui attend ceux qui osent s'attaquer à ce qu'il aime. Les 2 condamnés sont amenés dans la salle du festin, attachés à des poteaux dressés spécialement pour l'occasion. Pedro dirige personnellement la torture. Il observe chaque geste des bourreaux, corrige leurs mouvements, s'assure que les victimes souffrent le maximum avant de mourir. Cette mise en scène macabre révèle l'étendue de sa transformation psychologique. L'amoureux passionné s'est mué en tyran sanguinaire. Pedro Coelho meurt le premier. Le bourreau lui ouvre la poitrine à vif, plonge la main dans la plaie béante, arrache le cœur encore battant. L'homme agonise dans des souffrances indicibles, tandis que le roi observe ce spectacle avec une satisfaction glacée. Cette mort atroce ne suffit pas à apaiser sa soif de vengeance. Álvaro Gonçalves subit ensuite le même sort, mais par le dos. Le bourreau doit percer les chairs, briser les côtes, fouiller dans les entrailles pour atteindre le cœur. Cette exécution est encore plus longue et plus douloureuse que la première. Gonçalves met un temps infini à mourir, sous les yeux impassibles du roi. La cour assiste à ce double supplice dans un silence de mort. Personne n'ose bouger, respirer, détourner les yeux. Tous comprennent le message. Voilà le sort qui attend quiconque déplaît au roi Pedro. La terreur s'installe définitivement dans le royaume, transformant les nobles en courtisans tremblants. Pedro contemple les 2 cœurs sanglants avec une satisfaction morbide. Il fait servir le repas comme si rien ne s'était passé, force ses invités à manger et à boire dans cette salle souillée de sang. Cette dernière provocation achève de terroriser la cour et d'asseoir définitivement son pouvoir tyrannique.
3 ans après son couronnement, Pedro prépare un coup de théâtre qui va stupéfier tout le royaume. Le 12 juin 1360, dans la ville de Cantanhede, il convoque solennellement les représentants des 3 ordres, la noblesse, le clergé et le peuple. Cette assemblée exceptionnelle laisse présager une annonce majeure. Pedro monte sur l'estrade dressée pour l'occasion et fait face à la foule qui se presse pour l'entendre. Ce qu'il va révéler va bouleverser l'histoire du Portugal et donner une légitimité posthume à son amour pour Inès de Castro. Il annonce qu'il a secrètement épousé Inès en 1354, un an avant sa mort. Cette révélation provoque un tollé dans l'assistance. Comment le prince aurait-il pu épouser sa maîtresse sans que personne ne le sache? Où et quand cette cérémonie aurait-elle eu lieu? Qui étaient les témoins de cette union clandestine? Pedro a préparé des réponses à toutes ces questions. Il présente ses témoins, son chapelain personnel et un domestique de confiance. Ces 2 hommes jurent sur les évangiles avoir assisté au mariage secret de Pedro et d'Inès dans la ville de Bragance. Ils ne peuvent préciser la date exacte de la cérémonie, mais ils confirment qu'elle a bien eu lieu avant l'assassinat d'Inès. Pedro produit également un document papal qui prouve qu'il avait obtenu du pape l'autorisation de se remarier après la mort de Constance. Ce parchemin, authentique selon les experts, donne une crédibilité supplémentaire à ces affirmations. Comment douter de la parole royale appuyée par de telles preuves? Cette révélation a des conséquences politiques majeures. Si Pedro a vraiment épousé Inès, elle était donc reine de Portugal au moment de sa mort. Leurs 4 enfants deviennent automatiquement légitimes et peuvent prétendre à la succession royale. L'ordre dynastique établi s'en trouve bouleversé. Le petit Ferdinand, l'héritier officiel, se retrouve soudain concurrencé par ses demi-frères, illégitimes devenus légitimes. Cette situation crée une incertitude sur la succession qui perdurera bien au-delà de la mort de Pedro. Les germes d'une future guerre civile sont semés. Beaucoup doutent de la véracité de cette révélation. Comment croire qu'un mariage aussi important ait pu rester secret pendant 6 ans? Pedro a-t-il vraiment épousé Inès ou fabrique-t-il cette histoire pour légitimer rétroactivement leur union? La vérité historique restera à jamais incertaine, mais l'effet politique est immédiat et durable. La révélation du mariage secret n'est que le prélude au spectacle le plus macabre de l'histoire royale européenne. Pedro a décidé de faire reconnaître officiellement Inès comme reine de Portugal, même si elle est morte depuis 5 ans. Cette décision va donner naissance à l'une des légendes les plus sombres du Moyen-Âge. Pedro ordonne l'exhumation du corps d'Inès de Castro de sa tombe du couvent de Santa Clara. Cette profanation de sépulture choque profondément la population, mais personne n'ose s'opposer à la volonté royale. Le cadavre d'Inès, embaumé, selon les techniques de l'époque, est relativement bien conservé après 5 ans d'inhumation. Le roi fait revêtir le corps d'Inès d'un magnifique manteau de pourpre, couleur réservée à la royauté. Une couronne d'or et de pierres précieuses est posée sur son crâne décharné. Des bijoux royaux ornent ses mains squelettiques. Cette mise en scène morbide transforme le cadavre en effigie royale. Inès est ensuite installée sur le trône royal, dans la position exacte qu'elle aurait occupée de son vivant. Pedro fait ériger un trône provisoire à côté du sien et y place le corps embaumé de sa bien-aimée. Cette scène surréaliste marque l'apogée de l'obsession royale pour une morte. Pedro convoque alors toute la cour pour une cérémonie de reconnaissance officielle. Tous les grands du royaume sont contraints de défiler devant le trône d'Inès et de lui baiser la main en signe d'allégeance. Cette obligation de rendre hommage à un cadavre révulse les courtisans, mais aucun n'ose désobéir. La cérémonie du baisement dure plusieurs heures. Un par un, les nobles, les prélats, les dignitaires du royaume s'agenouillent devant le cadavre couronné et portent à leurs lèvres cette main glacée et putréfiée. Pedro observe chaque geste, s'assure que chacun accomplit parfaitement ce rituel d'allégeance posthume.
Cette scène dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir en matière de spectacle macabre. Voir des hommes puissants et respectés baiser la main d'un cadavre sous le regard satisfait d'un roi fou d'amour marque définitivement les esprits. Ce couronnement posthume entre dans l'histoire comme l'un des épisodes les plus troublants de la monarchie européenne. Pedro savoure ce moment de triomphe morbide. Inès est enfin reconnue comme reine de Portugal, même si elle ne peut plus jouir de cet honneur. L'amour a vaincu la mort, la passion a triomphé de la politique. Du moins dans l'esprit dérangé d'un roi qui refuse d'accepter la disparition de sa bien-aimée. Après cette cérémonie de couronnement macabre, Pedro organise pour Inès des funérailles dignes d'une reine. Il veut effacer le souvenir de ses premières obsèques discrètes et offrir à son amour éternel les honneurs qu'elle mérite selon lui. Ces nouvelles funérailles vont surpasser en faste tout ce que le Portugal a connu jusqu'alors. Le cortège funèbre qui accompagne Inès de Coimbra au monastère d'Alcobaça dépasse en magnificence les obsèques des plus grands rois. Pedro mobilise toutes les ressources du royaume pour cette dernière cérémonie. 1000 hommes portent des cierges pour que la lumière ne quitte jamais le cercueil royal. La procession s'étend sur plusieurs kilomètres. En tête marchent les évêques et les abbés du royaume, suivis par la noblesse en grand costume. Viennent ensuite les musiciens, les chanteurs, les pleureurs professionnels engagés pour l'occasion. Le cercueil d'Inès, recouvert d'un drap d'or, est porté par 16 nobles de haute lignée. Pedro suit immédiatement le cercueil, vêtu de ses plus beaux atours royaux. Il refuse que quoi que ce soit dans cette cérémonie puisse laisser penser qu'Inès était autre chose qu'une reine légitime. Cette procession grandiose doit frapper les imaginations et ancrer définitivement dans les mémoires le statut royal d'Inès. Le peuple se presse sur le passage du cortège, fasciné par ce spectacle inouï. Jamais on n'avait vu des funérailles aussi somptueuses pour une femme morte depuis 5 ans. Cette démonstration de puissance royale impressionne autant qu'elle inquiète. Jusqu'où ira la folie de Pedro? Le cortège met plusieurs jours à atteindre Alcobaça. Chaque étape est l'occasion de nouvelles cérémonies, de nouveaux hommages rendus à la reine morte. Pedro veut que tout le royaume soit témoin de cette reconnaissance posthume, que personne ne puisse ignorer le statut royal d'Inès de Castro. À Alcobaça, le cercueil d'Inès est accueilli par une foule de moines et de dignitaires ecclésiastiques. L'abbaye cistercienne, l'une des plus prestigieuses du royaume, va devenir le mausolée royal de cette histoire d'amour tragique. Pedro a choisi ce lieu avec soin pour son symbolisme religieux et sa beauté architecturale. La cérémonie religieuse qui suit dépasse en solennité les obsèques des plus grands souverains. Pedro a commandé une messe pontificale avec tous les fastes réservés aux têtes couronnées. L'encens embaume la nef gothique tandis que les chants sacrés résonnent dans cette cathédrale de pierre blanche. Pedro ne s'arrête pas aux funérailles grandioses. Il veut offrir à Inès et à lui-même une sépulture qui défiera les siècles et immortalisera leur amour dans la pierre. Les 2 tombeaux qu'il commande aux meilleurs sculpteurs du royaume vont devenir des chefs-d'œuvre de l'art gothique. Ces sarcophages de pierre calcaire de Coimbra nécessitent 3 années de travail acharné. Pedro supervise personnellement chaque détail de leur réalisation, corrige les moindres imperfections, exige la perfection absolue. Rien n'est trop beau pour célébrer cet amour qui a bouleversé sa vie et transformé le royaume. Le tombeau d'Inès représente un prodige de sculpture médiévale. Son gisant la montre couronnée comme une reine, vêtue des plus beaux atours royaux, protégée par des anges aux ailes déployées. Les côtés du sarcophage racontent des scènes du Nouveau Testament, mêlant la foi chrétienne à la glorification de cet amour terrestre. Le sarcophage repose sur 6 figures extraordinaires, des créatures aux visages humains, mais au corps d'animaux qui portent le poids de cette éternité de marbre. Ces gardiens fantastiques veillent sur le sommeil de la reine morte, témoin silencieux d'une passion qui a défié toutes les conventions. Pedro fait graver sur le tombeau d'Inès une inscription qui résume toute sa philosophie.
jusqu'à la fin du monde. Ces mots simples expriment sa conviction que leur amour survivra à tout, qu'aucune force terrestre ou divine ne pourra le détruire. Cette devise devient le symbole de leur union éternelle. Son propre tombeau ne le cède en rien à celui d'Inès, en magnificence et en raffinement artistique. Pedro y est représenté en roi guerrier, tenant son épée, prêt à défendre son amour même dans la mort. Les sculptures qui ornent son sarcophage racontent l'histoire de leur passion tragique, transformant la pierre en livre d'images pour les générations futures. Les deux tombeaux sont d'abord placés côte à côte, les pieds tournés vers l'Orient, face à l'autel du monastère. Cette disposition traditionnelle respecte les usages funéraires de l'époque. Mais au XVIIIe siècle, ils seront déplacés et positionnés face à face pour créer la légende romantique des amants qui se regarderont dans les yeux au jour du jugement dernier. Pedro survit encore 7 ans après l'inhumation définitive d'Inès à Alcobaça. Ces années sont marquées par une mélancolie profonde et une cruauté qui ne se dément jamais. Le roi continue de poursuivre impitoyablement tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'assassinat de sa bien-aimée. Les dernières années de Pedro Ier sont placées sous le signe de la terreur et de l'obsession morbide. Le roi qui fit couronner sa maîtresse morte ne trouve plus de plaisir que dans la vengeance et le souvenir de son amour perdu. Son règne se transforme en une longue agonie psychologique ponctuée de violences arbitraires. Pedro multiplie les pèlerinages à Alcobaça pour se recueillir sur la tombe d'Inès. Il passe des heures entières agenouillé devant le sarcophage, parlant à celle qui ne peut plus lui répondre. Ses conversations avec une morte inquiètent profondément son entourage et renforcent sa réputation de folie. La cour vit dans la terreur permanente. Le moindre geste mal interprété, la plus petite parole déplacée peuvent déclencher la colère royale et conduire au supplice. Pedro fait régner un climat de suspicion généralisée où chacun épie les autres, où la délation devient un moyen de survie. Le roi développe une paranoïa croissante à l'égard de tous ceux qui l'entourent. Il voit des complots partout, soupçonne ses plus fidèles serviteurs de trahison, n'accorde plus sa confiance à personne. Cette méfiance maladive l'isole progressivement et aggrave sa dérive psychologique. Pedro s'acharne particulièrement contre les descendants et les alliés de ceux qui ont tué Inès. Il fait rechercher dans tout le royaume les parents, les amis, les complices présumés des assassins. Cette chasse aux sorcières sème la terreur dans la noblesse portugaise et décourage toute velléité d'opposition. Le royaume souffre de cette tyrannie. L'économie stagne. L'administration se paralyse, la justice devient arbitraire. Pedro ne s'intéresse plus aux affaires de l'État, obsédé par sa vengeance personnelle et ses visions mystiques. Le Portugal régresse sous la férule de ce roi, fou d'amour et de haine. En 1367, 12 ans après la mort d'Inès et 10 ans après son couronnement, Pedro Ier rend son dernier souffle. Il meurt comme il a vécu ces dernières années, seul, rongé par l'obsession, hanté par le fantôme de celle qu'il n'a jamais pu oublier. Sa mort libère le royaume d'un règne de terreur. Selon ses dernières volontés, Pedro est inhumé à Alcobaça, dans le tombeau qu'il s'était fait préparer face à celui d'Inès. Cette disposition finale scelle symboliquement leur union éternelle. Même dans la mort, le roi cruel veut rester auprès de celle qui a bouleversé sa vie et transformé son règne en tragédie. La mort de Pedro Ier ne met pas fin aux conséquences de sa passion pour Inès de Castro. Au contraire, elle ouvre une période d'instabilité dynastique qui va ébranler le Portugal pendant des décennies. La légitimation posthume des enfants d'Inès crée une crise de succession majeure. Ferdinand Ier, le fils légitime de Pedro et de Constance, hérite officiellement du trône. Mais les 4 enfants d'Inès, désormais reconnus comme légitimes, peuvent également prétendre à la couronne. Cette situation ambiguë génère des tensions permanentes au sein de la famille royale. Les frères d'Inès, Fernando et Álvaro de Castro, profitent de cette confusion pour étendre encore leur influence. Ils deviennent les protecteurs des enfants d'Inès
et n'hésitent pas à instrumentaliser leurs droits dynastiques pour servir leurs ambitions politiques. Le clan Castro retrouve ainsi une position de force. Ferdinand Ier, physiquement fragile et politiquement faible, peine à s'imposer face à ses prétentions rivales. Son règne est marqué par des conflits constants avec les partisans des enfants d'Innès. Cette guerre civile larvée affaiblit durablement le royaume et compromet son indépendance face aux voisins espagnols. La question de la légitimité du mariage entre Pedro et Inès continue de diviser les historiens et les juristes. Certains voient dans cette union secrète une invention posthume destinée à légitimer les enfants illégitimes. D'autres croient à la sincérité de Pedro et acceptent la validité de ce mariage clandestin. Cette incertitude historique renforce paradoxalement la dimension légendaire de l'histoire. L'impossibilité de trancher définitivement entre vérité et mensonge nourrit le mythe et stimule l'imagination des artistes. Pedro et Inès deviennent des figures littéraires autant qu'historiques. Les tombeaux d'Alcobaça deviennent rapidement un lieu de pèlerinage pour les amoureux du monde entier. Cette nécropole royale attire les couples qui viennent y chercher l'inspiration et la bénédiction d'un amour plus fort que la mort. Le monastère cistercien se transforme en sanctuaire de la passion romantique. L'histoire de Pedro et Inès inspire immédiatement les chroniqueurs et les poètes. Dès le XVe siècle, leurs amours tragiques entrent dans la littérature portugaise et européenne. Cette popularité précoce garantit la transmission du mythe à travers les siècles et son enrichissement constant par de nouveaux apports artistiques. L'histoire de Pedro Ier et d'Inès de Castro transcende rapidement les limites de l'anecdote historique pour devenir un mythe universel. Cette transformation s'opère grâce aux artistes qui s'emparent de cette tragédie amoureuse et la magnifient dans leurs œuvres. Luís de Camões, le plus grand poète portugais, consacre plusieurs strophes de ses Lusíadas à cette histoire d'amour. Sa version poétique de la tragédie d'Inès fixe définitivement les contours du mythe dans la culture lusitanienne. Camões transforme la concubine royale en héroïne romantique, victime innocente de la raison d'État. Au XVIe siècle, Antonio Ferreira écrit « A Castro », la première tragédie classique portugaise inspirée de cette histoire. Cette pièce de théâtre connaît un succès considérable et popularise encore le mythe d'Inès auprès du public cultivé européen. La dimension théâtrale renforce l'aspect dramatique de cette passion destructrice. Les peintres s'emparent à leur tour de ce sujet romantique et macabre. Le couronnement posthume d'Inès inspire de nombreux artistes qui rivalisent d'imagination pour représenter cette scène extraordinaire. Ces œuvres picturales propagent le mythe au-delà des frontières du Portugal et le font connaître dans toute l'Europe. La musique n'est pas en reste. Plusieurs compositeurs écrivent des opéras sur cette histoire, notamment Giuseppe Zingarelli en Italie et Andrea Scartazzini en Allemagne. Ces œuvres lyriques exploitent la dimension tragique et passionnelle du mythe pour émouvoir les spectateurs et célébrer l'amour absolu. Au XIXe siècle, le romantisme redécouvre cette histoire avec enthousiasme. Les écrivains romantiques y trouvent tous les ingrédients de leurs obsessions: l'amour-passion, la mort tragique, la révolte contre l'ordre établi, l'exaltation du sentiment sur la raison. Victor Hugo consacre une pièce de jeunesse à Inès de Castro. Henri de Monterland, au XXe siècle, écrit « La Reine morte », sans doute l'œuvre la plus célèbre inspirée de cette histoire. Cette pièce de théâtre connaît un succès mondial et ancre définitivement le mythe d'Inès dans la culture européenne moderne. Monterland modernise le thème en insistant sur la dimension politique du drame. Le cinéma contemporain s'intéresse également à cette histoire. Plusieurs films portugais et européens tentent de porter à l'écran cette tragédie amoureuse. Ces adaptations cinématographiques touchent un public encore plus large et assurent la perpétuation du mythe dans la culture populaire. 8 siècles après ces événements tragiques, que reste-t-il de vérité historique dans cette histoire devenue légendaire?
Les historiens modernes s'efforcent de démêler les faits avérés des embellissements poétiques qui ont progressivement transformé la réalité en mythe. La personnalité d'Inès de Castro elle-même reste largement mystérieuse. Les sources contemporaines sont rares et souvent contradictoires. Était-elle vraiment cette beauté irrésistible décrite par les chroniqueurs tardifs? Ou s'agit-il d'un enjolivement poétique destiné à justifier la passion destructrice du prince Pedro? Le rôle politique d'Inès est également débattu par les historiens. Était-elle une simple victime innocente des intrigues de cour, comme le veut la tradition romantique? Ou participait-elle activement aux manœuvres de sa famille pour étendre l'influence castillane au Portugal? La vérité se situe probablement entre ces deux extrêmes. La question du mariage secret entre Pedro et Inès divise encore les spécialistes. Certains historiens croient à la sincérité de Pedro et acceptent la validité de cette union clandestine. D'autres y voient une invention posthume, destinée à légitimer les enfants illégitimes et à donner une base juridique au couronnement macabre. Les détails du couronnement posthume posent également problème aux historiens. Cette cérémonie a-t-elle vraiment eu lieu telle que la décrivent les chroniques tardives? Ou s'agit-il d'une amplification légendaire d'une simple cérémonie de reconnaissance officielle? L'iconographie des tombeaux suggère qu'Inès a bien été couronnée, au moins symboliquement. La personnalité de Pedro Ier fait l'objet d'interprétations diverses. Était-il vraiment ce monstre sanguinaire décrit par ses détracteurs? Ou ses cruautés ont-elles été exagérées par la tradition pour donner plus de relief dramatique à l'histoire? La vérité historique est probablement plus nuancée que la légende. Ce qui reste indiscutable, c'est l'impact psychologique et politique de cette passion sur Pedro et sur le royaume du Portugal. Qu'elle ait été manipulée ou sincère, cette histoire d'amour a effectivement bouleversé l'ordre dynastique et marqué durablement l'histoire lusitanienne. Les tombeaux d'Alcobaça constituent la preuve tangible de cette passion. Leur magnificence témoigne de l'importance que Pedro accordait à la mémoire d'Inès. Ces chefs-d'œuvre de sculpture gothique transcendent les débats historiques et imposent par leur beauté la réalité de cet amour, qu'il ait été ou non légitime. L'histoire de Pedro Ier du Portugal et d'Inès de Castro dépasse largement le cadre d'une simple chronique royale. Elle incarne l'archétype de la passion absolue, de l'amour qui refuse les compromis et les accommodements avec la réalité politique. Cette radicalité en fait un mythe intemporel. Le couronnement posthume d'Inès reste l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire européenne. Jamais roi n'était allé aussi loin dans l'expression publique de son amour pour une femme. Cette transgression de tous les tabous sociaux et religieux frappe les imaginations et nourrit encore aujourd'hui la fascination pour cette histoire. Pedro Ier incarne la figure du roi fou d'amour, prêt à sacrifier son royaume et ses sujets à sa passion personnelle. Cette dimension tragique en fait un personnage shakespearien avant la lettre, un héros romantique qui préfigure les grandes figures littéraires de la passion destructrice. Inès de Castro devient, par sa mort tragique et sa reconnaissance, posthume, le symbole de l'amour sacrifié aux intérêts politiques. Sa transformation de concubine royale en reine légitime, même à titre posthume, constitue une revanche symbolique sur tous ceux qui l'ont rejeté de son vivant. L'amour de Pedro et Inès interroge les limites entre passion privée et responsabilité publique. Jusqu'où un souverain peut-il sacrifier les intérêts de son royaume à ses sentiments personnels? Cette question traverse les siècles et trouve encore des échos dans les monarchies contemporaines. La postérité a tranché en faveur des amants tragiques. Malgré les souffrances infligées au royaume, malgré les cruautés commises au nom de cet amour, l'histoire a retenu la dimension romantique de cette passion et en a fait un modèle d'amour absolu. Les tombeaux d'Alcobaça continuent d'attirer les pèlerins de l'amour du monde entier. Ces chefs-d'œuvre de pierre témoignent que certaines passions peuvent effectivement défier la mort et conquérir l'éternité.
Pedro et Inès reposent face à face depuis des siècles, unis dans un sommeil de marbre qui symbolise leur amour indestructible. Cette histoire prouve que la réalité peut parfois dépasser la fiction dans l'extraordinaire et le macabre. Aucun romancier n'aurait osé imaginer un roi faisant couronner le cadavre de sa maîtresse et obligeant sa cour à lui baiser la main. Pourtant, ce prodige morbide a bien eu lieu dans le Portugal du XIVe siècle. Pedro Ier et Inès de Castro ont gagné leur pari sur l'éternité. Leur amour a survécu aux siècles, aux régimes politiques, aux transformations sociales. Il continue d'inspirer les artistes, d'émouvoir les amoureux, de fasciner les historiens. Dans ce sens, Pedro avait raison, leur amour durera jusqu'à la fin du monde.